Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première séance ordinaire de l'année 2021. Donc, je salue tous les membres du conseil ainsi que messieurs Bouchard avec nous. Donc, comme notre séance est enregistrée et et qu'elle est publique, hein, sûrement les gens vont pouvoir en prendre connaissance. Donc, je salue ceux qui vont nous écouter. Puis, même si on est au 18 janvier, je veux offrir mes meilleurs vœux d'une bonne année, une meilleure année, si on veut, mais d'une très bonne année malgré tout, là, 2021. Je pense qu'il faut garder, euh, euh, il faut être optimiste par rapport à ça. On voit des choses qui évoluent, là, et je pense on peut envisager l'année, là, globalement, je pense, d'un côté assez positif. Donc, voilà, bienvenue tout le monde et je vais tout de suite passer la parole à M. Émilien Bouchard pour la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi 18 janvier à compter de 19 h à huis clos et par vidéoconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, 1, adoption du procès-verbal séance extraordinaire 26 octobre, et en 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre. En D, règlement 1, adoption du règlement R 764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2021. En 2, adoption du règlement R 765-2020 visant l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2021. En 3, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R 768-2021, modifiant l'article 2 et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement R 763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. En 4, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 769-2021, décrétant un emprunt et des dépenses n'excédant pas un montant d'1 300 000 pour le maintien des actifs et des travaux de mise aux normes au bâtiment de maison mère et remboursable sur une période de 20 ans. Résolution, administration et législation 1, dépôt du registre des déclarations en 2, dons et subventions 2021, 3, paiement maison mère, 4, adhésion, abonnement, licence et cotisation 2021. En 5, demande d'aide financière au programme VELOS 3, mise aux normes de la piste cyclable Raymond Mayou. En 6, loi canadienne sur l'assurance médicaments, résolution d'appui. En sécurité publique, 7, service incendie, nomination d'un nouveau lieutenant. Voirie hygiène du milieu, 8, travaux de réfection du boulevard Monseigneur-de-Laval, demande à Hydro-Québec. 9, réfection du chemin Saint-Laurent, résolution confirmant l'intention de la Ville à réaliser les travaux au plus tard le 31 juillet 2021. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 10, agents en patrimoine, nomination. 11, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Loisirs, parcs et culture, 12, Fête du Canada, 6 février 2021. Suivi des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En G, la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus. Excusez. Et adoption des comptes du mois de décembre. Suivi en I de la période d'intervention des membres du Conseil, en J des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'ai Luc Goudreau appuyé Ghislain Boilly.
Maintenant, en C, lecture dépôt des minutes. Donc, en C1, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020. Les membres en conseil ont pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai une proposition? Michel Fizette, appuyé de Gaston Duchesne. En 2, maintenant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Donc, la même chose. Est-ce qu'il y a une proposition? Thérèse Lamy, appuyé de Michael Pilote. Maintenant, en D, règlement. Donc, en 1, adoption du règlement R764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisirs et de culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2021. Donc, ça a même déjà, il y a certains aspects de cette tarification-là qui avaient été discutés même au comité de loisirs là, et qui nous a été présenté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Michel Fizette? Je l'ai proposé, ça va. Ah, Luc Goudreau l'appuie, ça va? Oui. OK. Ça va pour tout le monde? Ça va. Maintenant, adoption du règlement R765-2020 visant l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, les taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2021. Donc, c'est en fait le règlement qu'on fait à chaque année qui nous permet là, de pouvoir imposer là, les gens à la suite du budget qu'on a adopté. Donc, est-ce qu'il y a, je pense, Michel Fizette qui avait fait une proposition? Je me trompe? Non? Et j'aurais Gaston Duchesne qui appuie. Avis de motion en 3 maintenant. Et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R768-2021, modifiant l'article 2 et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement R763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Donc, on avait déjà, nous, présenté un projet, mais je pense que suite à des discussions avec le ministère, on arrive avec certaines petites modifications, même si sur l'ensemble du règlement, je crois, les principaux enjeux du règlement demeurent, en fait, mais on vient ici ajouter quelques petites différences. Entre autres, là, on modifie un point, là, on remplace un jour, on parle ici d'immeubles admissibles au programme sont ceux qui possèdent un intérêt patrimonial. On le sait, nous, on veut investir des argents avec le ministère pour, dans le cadre sur 3 ans. Et donc, on parle des édifices patrimoniaux, évidemment, pas ceux qui appartiennent à la ville ou à la MRC sont exclus. Par contre, tout édifice patrimonial qui est ciblé, il y a une annexe dans le règlement qui est ciblée selon la caractérisation qui a été faite, l'étude qui a été faite des maisons patrimoniales ou des immeubles, en fait, patrimoniaux sur l'ensemble de la ville. Il y en a plusieurs et qui ont des catégories là, soit supérieures, soit bonnes, soit exceptionnelles là, dans la ville. Donc, est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? Je vais le présenter. Oui, Luc Goudreau. Oui, excusez. Pour le premier, je pense que ça me prend un proposeur pour le premier projet. Non, c'est juste la présentation du projet, M. Bouchard. OK, c'est bon, ça va. Donc, Luc Goudreau présente l'avis de motion. Exactement. Maintenant, en 4, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R769-2021, décrétant un emprunt et des dépenses n'excédant pas un montant d'1 300 000 $ pour visant le maintien des actifs et des travaux de mise aux normes au bâtiment de maison mère et remboursable sur une période de 20 ans. Donc, c'est un avis de motion. J'en fais la proposition, M. le maire. J'en fais un dépôt. OK, le dépôt, c'est fait par M. Luc Goudreau. Simplement donner les grandes lignes parce que l'adoption va se faire le 8 février à la séance ordinaire de février normalement.
L'objectif, et à ce moment-là, toutes les procédures sont expliquées sur le règlement d'emprunt, puis la façon, si jamais il y en a qui veulent, si jamais il y avait des personnes qui voulaient s'exprimer sur le règlement d'emprunt, la mécanique sera présentée à ce moment-là. Mais en gros, vous le savez, c'est un projet qui a déjà été discuté. L'objectif, Maison Mère a un projet intéressant, on sait, il travaille déjà depuis un bon bout de temps sur toute la question de l'hébergement de travailleurs. Et on le sait, il y a plusieurs chambres au niveau de Maison Mère, au-delà d'une centaine, des possibilités. Et là, on irait sur la phase 1 du projet d'amélioration des chambres et de l'offre à ce niveau-là. Et déjà, actuellement, il y a des ententes qui sont à être signées et qui avancent là, très concrètement. Et d'ailleurs, le 8 février, fort probablement qu'on aura même des confirmations là, à donner. Et il y en va, évidemment, c'est un projet important, c'est un projet de développement pour Maison Mère. C'est un projet pour la ville qui est très important parce que ce projet-là va permettre à Maison Mère d'améliorer d'assurer une certaine pérennité, d'améliorer sa situation financière et faire que la ville de Baie-Saint-Paul puisse réduire, verser moins d'argent pour assurer le fonctionnement. Donc, ça vise l'autonomie de Maison Mère et pour nous, là, c'est très important puis c'est un projet intéressant. Ça va? Oui. Là-dessus? Oui. On irait maintenant en résolution, donc en administration et législation, dépôt du registre des déclarations. M. Bouchard, Émilien. Monsieur le maire, je n'ai reçu aucune déclaration. Je dépose le registre, il n'y a aucune déclaration. Peut-être expliquer un peu de quoi on parle. Oui. C'est de par la loi, nous devons tenir un registre dans lequel les membres du conseil, dans lequel on inscrit là, les déclarations produites par les membres du conseil. Les membres du conseil sont obligés de faire une déclaration lorsqu'ils reçoivent un don, un autre avantage ou une marque d'hospitalité d'une valeur de 200 $ ou plus. Là, pour l'année qui vient de s'écouler, on n'a reçu aucune déclaration de la part des membres du conseil. Ça va. Donc, ça découle évidemment de toutes les nouvelles règles qui avaient été instaurées en lien avec l'éthique et, entre autres, là, et le fonctionnement là, au niveau des élus municipaux, des fonctionnaires également, mais là, ici, on parle particulièrement des élus. Donc, merci, M. Bouchard, c'est un dépôt. Maintenant, dons et subventions 2021, donc lors du budget, on a répondu là, aux demandes, à la plupart des demandes d'organisation pour des dons, pour des subventions également, comme on fait chaque année. Et là, ici, on viendrait les adopter là, en bloc. Donc, je vais demander à. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Je vais seconder. Thérèse Lamy, appuyée de Michael Pilote. C'est beau. Et là, je voudrais simplement dire qu'au total, j'essaie de voir le total de tout ça. Grand total, c'est 2 colonnes. Hein. Budget, le réel versé en 2020, puis le 300, budget. On parle ici, j'ai 206 400 $. Puis il y a donc de demande, mais nous, on verserait ce qui est demandé, ce qui est accordé au budget en 2021, c'est une valeur de 334 950 $. C'est quand même, je pense, ça mérite d'être souligné. C'est important. Très important. On le fait, je pense qu'on participe en faisant ça la vie communautaire. Au développement de notre communauté à bien des niveaux, autant au niveau culturel que social, que socio-économique également. Puis, je pense qu'on est là-dessus, là, une municipalité, je pense que parmi les plus participatives là, à ce niveau-là. Donc, voilà. Michael Pilote, oui. Oui, je trouve que c'est important quand même de souligner aussi que cette année, dans le cadre là, du contexte pandémique, il y a certains organismes aussi qui ont vu là, leur aide financière là, de la ville bonifiée en fonction là, que c'est plus difficile pour tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier que tous les organismes là, qui sont dans ce tableau-là, là, qui œuvrent là, et rendent un service à la population, que ce soit en matière de loisirs, en matière de culture, en matière sociale. Je n'ai pas le décompte, là, mais
on peut certainement parler d'une vingtaine d'organismes minimum qui, c'est pas plus, peut-être même 50 qui reçoivent de l'aide de la Ville. Donc, c'est quand même pas rien. Là, je trouve que c'est important de le souligner. Voilà, merci. Maintenant, paiement à maison mère. Donc, également, dans le cadre du budget, on a prévu des paiements à maison mère, entre autres, dans le cadre de toute notre participation à l'aspect patrimonial, à tout le côté, par exemple, la chapelle, l'utilisation, certains au niveau patrimonial, puis également certains bâtiments là, qui servent à différents organismes qui sont des partenaires de la Ville. Jardin Donc, d'enfance. M. Boucher, oui. Les jardins d'enfance, exemple? Oui, jardins d'enfants, les fermières et autres organisations là, pour lesquelles nous, on réserve des locaux au niveau de maison mère. Là, moi, je n'ai pas les chiffres devant moi. Est-ce que... oui, ben, en fait, c'est une somme de 771 000 qu'on versera au cours de l'année. Le premier versement à l'aide de 60 et le deuxième de 40 et il faut voir que la partie, je vous dirais, de nos engagements aux Petites Franciscaines de Marie additionnés à notre occupation des locaux là, ou des espaces totalise autour de 426 000 et cette année, on a une participation, on le sait, pour le développement des affaires et tout le volet un peu du développement économique que réalise Maison Mère. On a pour un 155 000 de contribution et environ 190 000 de participation à leur équilibre budgétaire cette année. Alors, vous avez fait un lien tantôt avec l'investissement de 1,3 million dans un projet qui vise à pérenniser Maison Mère. Bien, vous voyez, là, c'est beaucoup sous les 2 dernières facettes que ça va avoir une écho là, si les proformas financiers et les prévisions de revenus sont au rendez-vous. Si je ne me trompe pas, il y a le montant qu'on fait pour équilibrer le budget est moins important que ce qu'on a déjà versé. Là. Absolument, oui, tout à fait. Il y a quand même, je pense que ça mérite de le souligner. Là. Il est parti de 400 000, puis il est rendu à 100 000. 191, qu'on disait ici. Là. Exactement. 189, 190 000. OK. Donc, c'est important de le souligner qu'il y a une amélioration quand même de ce côté-là et que tout le travail au niveau financier qui a été fait de restructuration, là, on en voit des résultats. Absolument. Et je pense qu'effectivement, là, on est rendu au point d'investir pour le réduire encore ou même l'enlever complètement. Là. En fait, Monsieur le maire, l'investissement qu'on va faire par le règlement d'emprunt va faire en sorte qu'on va presque éliminer les déficits. Oui. Pas totalement, mais presque. En bonne partie. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le paiement? Je vais le proposer, M. le maire. M. Boudreau, c'est appuyé? Oui, il y a quelqu'un qui appuie. Ghislain Boily, merci. Maintenant, adhésion, abonnement, licence, cotisation 2021. Encore là, c'est quelque chose qu'on fait en début d'année en lien avec le budget, toutes les différentes organisations avec lesquelles à la fois la Ville, à plusieurs niveaux, là, on est abonné ou on paie des licences pour avoir de l'information et pour nos fonctionnaires également. Donc, Gaston Duchesne propose d'appuyer de Thérèse Lamy. Demande d'aide financière au programme Vélos 3, mise aux normes de la piste cyclable Raymond Mayou. Ici, vous savez, là, pour la piste cyclable, là, vous allez dire, ça fait un bout de temps qu'elle est réalisée, effectivement. Mais pour ceux qui suivent nos activités, vous savez qu'on a eu un problème au niveau du pont qui est sur la rivière du Bras du Nord-Ouest, là, et des abords de ce pont-là. Et nous, le ministère des Transports nous demande là, de revoir la configuration de la piste cyclable dans ce secteur-là. Ça fait un bon bout de temps qu'on regarde tout ça. Et il fallait faire des acquisitions. Là, tout ça est complété. Et là, on est prêt à passer à la reconfiguration de tout ça. Et donc, mais le ministère, il y a certains programmes auxquels on peut adhérer. Et là, on irait avec le programme Vélos Québec, donc en lien avec le CITLAB. On parle de travaux ici de 75 000 environ, évaluation, puis
on irait demander 50% pourrait être subventionné. Donc, on demanderait une subvention ici de 37 500 $. Donc, c'est pour mandater M. Jean-Daniel des Travaux publics de pouvoir faire cette demande-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Madame Oui, pour un vote historique, M. le maire, oui. Appuyé de M. Pilote. Et si on va y arriver, on n'en parlera plus, ça va être réglé, là. On l'espère. Maintenant, loi canadienne sur l'assurance médicaments, projet de loi C-213, résolution d'appui. Donc, j'ai eu une lettre qui nous est parvenue d'un député qui est à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, M. Peter Julian, je crois qu'il est un député du NPD, si je ne me trompe pas, Peter Julian, mais qui, vous savez, il travaille beaucoup sur un projet de loi qui ferait qu'il y aurait une loi, donc un régime public universel d'assurance médicaments. C'est quand même quelque chose d'important. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est qu'on puisse appuyer les démarches de ce régime-là, de ce projet-là qui, je pense, est un programme universel calqué un peu sur déjà les programmes universaux qu'on a en santé actuellement au Canada. Et donc, qui peut être, je pense, intéressant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Ghislain Boilly, appuyé de Michel Fizet. Monsieur le maire? Oui, allez-y, madame. Est-ce que vous permettez? Là-dessus, oui. On voit dans les attendus que le député vous transmettait qu'il vise à établir un régime public et universel d'assurance médicaments fondé sur les mêmes principes que le régime public universel des soins de santé du Canada, soit la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. J'espère que par rapport à ça, je ne sais pas si ça va réduire nos demandes pour les transferts en santé, mais en tout cas, moi, parce que c'est toujours avec le gouvernement fédéral, à la fois, on se réjouit d'avoir un régime médicaments universel à travers le Canada, mais on sait que l'applicabilité, si je puis dire, de ce genre de régime-là, des fois, est un peu difficile avec les relations avec le fédéral. Et que je pense qu'il faut l'appuyer, mais en même temps, il faudra avoir l'œil à ça précisément si on tient compte de l'historique de ce qui se passe en santé avec le fédéral. Oui, c'est un commentaire important. Effectivement, les principes sont intéressants, mais c'est dans l'application parfois. Hein? Puis quand tu tombes dans des relations en niveau de gouvernement où là, tout à coup, il y a des... Mais on espère, là, je pense que si ce n'est que le principe qui peut être intéressant, on espère là, que les gens vont s'entendre sur un partage équitable à ce niveau-là. Oui, M. Pilote. Oui, je pense que ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Et au Québec, il faut souligner aussi là, que notre régime québécois d'assurance médicaments est quand même... Là, on en a déjà, oui. On en a un au Québec et c'est un régime qui sert quand même de modèle là, à travers le pays. Le Québec, dans ses programmes sociaux, a une longueur d'avance sur les autres provinces là, quand on pense là, au programme là, de congé de maternité, au programme pour l'assurance médicaments. Fait au niveau du Québec, je pense qu'au niveau des garderies aussi, le Québec là, fait vraiment là, un modèle là, parmi les autres provinces. OK, donc ça va là-dessus? Mais contrairement, Monsieur Duchesne, oui. J'ajouterai qu'à la RAMQ, ce n'est pas un problème universel. Là. Pour l'assurance médicaments, ceux qui proviennent des domaines privés tels que la santé et l'éducation, ils paient pour leur régime à bon escient, disons. Et c'est très dispendieux. Oui, je pense que l'idée de pouvoir travailler là-dessus, on le sait, les coûts de médicaments, puis avec le vieillissement de la population, on sait quel impact ça peut avoir. Et je pense que c'est important qu'il y ait une réflexion, puis même certains gestes de poser en lien avec ça. Ça va? Maintenant, on irait au service d'incendie, sécurité publique, service d'incendie, donc nomination d'un nouveau lieutenant. Donc, au service incendie, vous savez, là aussi, il y a des personnes, il peut y avoir des changements. Puis là, je sais qu'il y a une personne, là, un des lieutenants qui songe à prendre sa retraite. Et donc,
on irait là, avec un ajout à nommer monsieur, je pense que c'est Martin. Patrick Tremblay. Patrick, excuse pas, monsieur Patrick Tremblay, là, serait promu lieutenant là, au niveau de la... C'est la recommandation que nous ferait monsieur Alain Gravel du service. Donc, j'ai une proposition de Michael Pilote appuyée de Ghislain Boilly. Travaux de réfection boulevard Monseigneur de Laval demande à Hydro-Québec. Monsieur Bouchard, vous faire un petit... Bon, en résumé, c'est demander à Hydro-Québec la permission de déplacer un certain nombre de poteaux, monsieur le maire. La charge sera à la ville. Bon, on parle de 4 poteaux environ. Hein? Oui, 4 ou 5. Puis ce serait fait à l'intérieur du règlement d'emprunt qu'on a fait pour Monseigneur de Laval, c'est ça? Oui. Okay. Donc, on nous parle d'un montant de 45 000 environ, c'est ce qu'on dit maximum. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Madame Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Réfection Saint-Laurent, du chemin Saint-Laurent maintenant, résolution confirmant l'intention de la Ville à réaliser les travaux plus tard le 31 juillet 2021. Vous vous souvenez qu'on a fait une demande, nous, au ministère, dans le cas parce qu'on disait que c'était bien trop court pour pouvoir réaliser les travaux cet automne. Finalement, on a eu, mais tard en décembre, là, on a eu un retour autour du 20 décembre. Là. Mais là, on irait là, pour à la suite. Mais on a eu une réponse quand même positive, même si elle a été tardive. Et donc, on irait avec on ferait une résolution pour confirmer, nous, notre intention. Puis là, on mettrait un délai au 31 juillet 2021. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Michael Pilote, appuyé de Luc Goudreau. Agent en patrimoine, nomination. Donc, tantôt, on parlait du projet de réflexion au niveau du patrimoine. Il y a 2 volets à ce projet-là. Nous, on a le projet de subvention pour des rénovations de bâtiments. Et on a également le volet 2 dans lequel on s'est présenté pour pouvoir engager un agent. Puis nous, c'est quelqu'un au sein de notre organisation qui déjà... Donc, Pierre-Olivier Gué, qui déjà travaillait sur les projets de patrimoine, sur tous les projets de PIA, qu'on viendrait confirmer là, comme étant notre agent là, responsable de ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition de Thérèse Lamy, appuyée de Ghislain Boilly? Rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, vous savez, c'est... avec tout ce qu'on a comme réglementation et également projet et puis la complexité de tout ça, hein, notre comité consultatif d'urbanisme est de plus en plus sollicité. Et on irait ici avec une majoration là, de la rémunération des gens qui sont au comité consultatif d'urbanisme. Donc, on parle du président qui passerait de 64 par séance à 74. C'est correct, moi, là? Oui. Hein? Vous allez me corriger si je ne suis pas correct. Oui, c'est ça. Et des membres citoyens qui passeraient de 40 à 54 par séance. Ça avait été discuté au budget, puis je pense qu'on trouvait important qu'on puisse venir bonifier là, le travail de ces gens-là au niveau de notre comité. Donc, est-ce qu'il y a autant, M. le maire, que ça fait 18 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Autant que ça? Oui, c'est ça qu'on signale ici. 18 ans? Oui, 18 ans. Le temps passe vite, hein? Oh, wow! Donc, là, j'avais une proposition de Ghislain Boilly, appuyée de Luc Goudreau. Ça va? Maintenant, Fête du Canada en loisirs Parc Culture, 6 février 2021. Donc, en raison de la pandémie, on avait annulé la Fête du Canada, sauf qu'on s'est entendu avec eux pour pouvoir réaliser quelque chose. Nous, on aurait aimé faire jumeler quelque chose. On parlait, nous, d'une fête familiale hein, en février. Les gens au niveau de la Fête du Canada, les responsables... nous, on a proposé quelque chose et finalement, les gens sont d'accord avec ce qu'on a proposé. Donc, il y aurait de l'argent qui est demeuré là pour pouvoir faire
certaines activités le 6 février, donc 2021. J'invite la population à bien vérifier là, les activités. Évidemment, ça va être des activités qui vont tenir compte de la situation, des règles qu'on a à suivre en santé publique, là. Mais il y a déjà certaines activités qui sont prévues. Évidemment, il y a des activités qui vont être prévues à la maison, entre autres, et on invite les gens à le voir, à vérifier ça, parce que ça pourrait être. Puis, ce qui est prévu également, il y aura, je sais que TVCO va être mis à contribution, puis il y aura normalement un feu d'artifice là, qui peut être intéressant, mais on vous invite là, à suivre parce que ça va être annoncé pas très longtemps avant. L'idée, c'est de faire qu'il y ait un feu d'artifice que les gens pourront admirer soit de leur véhicule ou encore de chez eux. Donc, on est à regarder tout ça, mais ça va sûrement avoir lieu. Là. Normalement, on parlait de 18 heures le 6 qu'il y aurait ce feu d'artifice-là le 6 février 2021. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là, pour pouvoir mandater le service, continuer? Michael Pilote, appuyé de Gaston Duchesne. Là, Thérèse, il y avait quelque chose dans le coin de ton écran, mais je ne savais pas trop. Ici. Oui? Attends, c'était pour signaler que c'était une fête. Ah, OK, OK. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui bouge. Il y avait comme quelque Regardez, chose. je vais vous la remettre, là, vous allez pouvoir la voir comme ça. Ah oui, il y avait quelque chose de fantaisiste, puis effectivement, il y a comme quelque chose d'artifice, c'est bien. Donc, je comprends que vous êtes d'accord avec le projet qu'on a là. Donc, c'est intéressant, évidemment, à travers la situation qu'on vit actuellement, qu'on ait des possibilités un peu d'égayer tout ça, puis de faire quelque chose tout en, évidemment, respectant les consignes, tant mieux. Maintenant, on arriverait avec la correspondance. C'est un dépôt, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a je sais qu'il y a eu des questions aujourd'hui, mais il peut y en avoir peut-être d'autres. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça va. Maintenant, lecture des comptes, 25 000 et plus, adoption des comptes du mois de décembre. Monsieur Bouchard, Martin. Oui, monsieur le maire. Au fond de l'administration, il y a un premier déboursé sur la voie. On n'entend pas. Comment? Ah, OK. Il y avait un petit problème de son, là. Est-ce qu'on m'entend, là? Là, ça va mieux, oui, c'est mieux. OK. Alors, d'abord, donc, dans le fonds d'administration, un premier déboursé à Réseau Charlevoix, c'est un remboursement de subvention de dons, en fait, qu'on a reçu de M. Desmarais, qui a lié à une campagne de financement, donc un déboursé de 250 000 mais c'est qu'on l'a reçu, on le retourne à Réseau. Aux entreprises Jacques Dufour, en fait, pour notre contrat de déneigement, c'est le premier versement sur 6, un déboursé de 130 153,71 $. Aussi, à Hydro-Québec, pour différentes installations de la ville, là, on parle d'une on pense à l'Arena, à l'Hôtel de Ville et Carrefour culturel, etc. Un déboursé de 38 272,72 $. Alors, quand on les additionne aux 25 000 et moins, bien, on totalise 726 688,87 $. Maintenant, dans le fonds d'investissement, on a un premier déboursé à la construction MP. C'est en lien avec les accotements qu'on a fait faire dans le chemin Saint-Laurent pour rendre plus facile le cyclable. Alors, ça, entre autres, mais il y avait aussi d'autres choses. Mais ça vient totaliser 365 648,07 $. Un Stantec expert conseil la libération d'une retenue qu'on avait fait sur le mandat qu'on leur avait donné. C'est beaucoup en lien avec les stations d'épuration. Un déboursé de 35 341,67 $. À Unibec, pour le projet de la centrale d'énergie à la biomasse, on là-bas, a déboursé 260 154,85 $. Alors, quand on l'additionne aux autres dépenses de 25 000 $ et moins, on totalise 738 828,78 $ pour la période qui vise. Ça complète la lecture des comptes, M. Merci. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je sais que les gens ont pu les poser, mais s'il y en avait d'autres, sinon, je vais prendre une proposition. Ghislain Boilly,
appuyé de Michel Fizette. Maintenant, on irait avec la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, M. Fizette. Non? Mais ceux qui voudraient intervenir, je vous invite à lever votre main, que je puisse vous donner la parole. La main que vous avez vue lever, oui. C'était pour appuyer la proposition. Ah, OK, parfait. Donc, je n'étais pas sûr. Non, c'est parfait. Donc, ça veut dire que je n'aurais pas de quoi dire à un moment donné si jamais ça va plus loin. OK. Donc, est-ce qu'il y a des... À ce stade-ci, est-ce que j'ai des... Non, il n'y a pas de commentaires? Donc, s'il n'y a pas... Moi aussi. Oui. Moi aussi. Bon, on est à notre période d'intervention, c'est ça, M. le maire? Ça, oui. Ah, OK. Oui. C'est drôle, et tout le monde est silencieux ce soir, hein? Ah, c'est ça, là. J'attendais des mains levées, moi, là. Vous savez, je me fie à votre petite main qui se lève, là. Allez-y, mon ami. Ben, c'est ça. Mais d'abord, puisque maintenant c'est de l'ordre public, M. le maire a déclaré ce soir qu'il n'allait pas se représenter. Ben, moi, je veux en profiter parce qu'il est toujours là, puis il sera là jusqu'au mois d'octobre. Il n'est pas mort, au contraire, il est très vivant. Mais je pense qu'on ne peut pas passer ça sous silence quand même après un aussi grand nombre d'années de service. Moi, je veux le saluer particulièrement. On aura l'occasion peut-être de le refaire, mais en tout cas, ce soir, c'est l'occasion. Je pense qu'on a eu à Baie-Saint-Paul, on a été, je pense, privilégiés d'avoir un maire de sa trempe qui, en tout cas, il y a eu beaucoup de réalisations de la part de M. Fortin, c'est évident. Je ne vais pas toutes les nommer, mais moi, celles qui sont plus chères à mon cœur sont celles qui touchent la culture. Monsieur le maire a réussi pour les municipalités au Québec à démontrer que même que pour les petites villes, avoir une culture vivante et dynamique, c'était possible. Et il l'a fait et ça a été reconnu à travers le Québec. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Puis aussi, je pense qu'il y a eu, monsieur le maire a également été très innovateur en mettant de l'avant, oui, l'agenda 21. Ça a été, Baie-Saint-Paul a été la première ville au Québec à avoir un agenda 21, donc à parler de développement durable. Aujourd'hui, on a ajouté les changements climatiques, mais le développement durable reste, moi je pense, dans l'administration de M. Fortin, un jalon très important et qui va continuer et qui devra continuer parce que la question était et est encore d'actualité. Et il y a eu le mérite de porter ça, cet enjeu-là, et de le faire accepter graduellement par la population. Moi, je voulais saluer ces deux réalisations-là. Il y en aurait d'autres, Monsieur le maire, mais disons que ces deux-là, pour moi, sont très chers à mon cœur. Plus, évidemment, tout votre support et votre soutien aux organismes communautaires et au social. Je trouve que ça, c'est important. Et là, pour moi, mon petit message, parce que là, j'avais fait ça avant que vous fassiez votre annonce, alors je ne savais pas, mais c'était en 2 temps. Alors, pour le 18 janvier, mesdames les citoyennes, puis messieurs les citoyens, d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année 2021. Une meilleure année que la précédente, du moins, on l'espère tous et toutes, contrairement à l'année 2020. Une année 2020 qui nous a appris beaucoup de choses. Je vais vous en énumérer quelques-unes, en tout cas que moi j'ai apprises, c'est sans doute qui ressemblera à certaines que vous avez apprises aussi. En effet, nous avons appris à nous laver les mains, à porter un masque, puis nous tenir à distance. Nous avons appris à travailler, à étudier à distance par Zoom et par d'autres plateformes aussi. Nous avons appris que ce n'était pas simple de concilier le travail, l'école, puis la famille. Nous avons appris que tout le monde culturel a beau essayer de se réinventer, le monde culturel a souffert et souffre encore dans cette pandémie. Nous avons appris aussi qu'il y a des tricheurs qui ne respectent pas les consignes sanitaires et qui, de ce fait, nous ont menés au confinement actuel et à la quasi-rupture des services de santé et à des choix difficiles peut-être qui s'en viennent. Nous avons appris que 140 000 personnes, date d'aujourd'hui, sont en attente de chirurgie. Et certains d'entre eux n'auront peut-être jamais ces chirurgies, ils mourront avant. Nous avons appris que pendant plus de 30 ans, grâce à notre indifférence et à la négligence de nos gouvernements,
nous n'avons pas financé adéquatement les services de santé et les services aux aînés. Cette indifférence a eu comme conséquence que 90% des décès dus à la COVID, on est rendu à 9000 quelques, sont des personnes âgées jusqu'à maintenant. Mais nous avons appris aussi la grande solidarité des scientifiques du monde entier qui, dans un temps record, ont trouvé des vaccins qui vont nous permettre éventuellement de sortir de cette crise. Je voudrais aussi saluer le dévouement de tout le personnel de la santé, de nos pharmaciennes et aussi de nos commerces d'alimentation. Saluer aussi la belle solidarité des citoyens de Baie-Saint-Paul pour leur soutien aux organismes communautaires durant cette crise, pour les gens d'affaires et leur contribution, la contribution de tous les citoyens à l'achat local. Et aussi, nous avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. Pour l'année qui vient, je nous souhaite la fin de l'âgisme en matière de santé, le plaisir de retrouver et d'embrasser nos proches et nos amis, la convivialité des repas chez nous et chez les restaurateurs, que les tricheurs comprennent la nécessité de se protéger et de protéger les autres, que la vie économique puisse reprendre plus vigoureuse que jamais. Pour l'année qui vient, je ne nous souhaite pas un retour au monde d'avant, mais à un monde qui tiendra compte de la nécessité de changer nos comportements, de mieux prendre soin de notre planète et de nos valeurs humaines. Et en terminant, Monsieur le maire, mes souhaits pour les citoyens et les citoyennes, je voulais vous laisser avec ce petit mot de Michelle Obama, qui durant 8 ans a été la première dame aux États-Unis. Voici ce qu'elle dit. Devenir exige autant de patience que de rigueur. Devenir, c'est ne jamais renoncer à l'idée que l'on peut encore grandir. C'est un parcours qui se fait pas à pas. Merci, Monsieur le maire. Merci, Mme merci. Et oui, je vous remercie pour vos bons mots également. Donc, maintenant, Luc Goudreau. Dans un premier temps, Monsieur le maire, je vais faire un peu une suite à ce que Mme Lamy vient de dire. Vous remercier pour votre contribution que vous avez fait à la ville. Vous avez pris la ville à un point, vous l'avez fait évoluer. C'est pas le but de faire, comme on dirait, de faire tout ce que vous avez fait. Vous l'avez fait tellement qu'à quelque part, de commencer, de où ça commence et où ça finit. Mais moi, personnellement, pour avoir travaillé avec vous depuis 8 ans et d'avoir pu apporter une contribution avec vous au conseil municipal, j'ai appris, j'étais quand même néophyte en politique municipale, vous m'avez fait évoluer et je vous en remercie. Vous m'avez donné l'opportunité de me faire valoir dans des dossiers importants, dont celui ce soir pour lequel une résolution, un avis de motion, c'est-à-dire, a été déposé de 1,3 million de dollars pour Maison Mère. Le but de ce 1,3 million est très important. Dans un premier temps, il va fournir les outils financiers à Maison Mère pour pouvoir réaliser un projet d'hébergement des travailleurs. Ce projet-là, compte tenu de certaines circonstances, a été scindé en 2 volets. Dans un premier temps, il devait se faire au niveau de 109 chambres. On a décidé pour des raisons économiques et des raisons, je dirais aussi, judicieuses, de le faire en 2 volets. Nous allons le faire, la première phase va se faire de 77 chambres, qui va générer des revenus pour Maison Mère d'au-delà de 1,1 million de dollars sur 3 ans. Le projet de règlement d'emprunt de 1,3 million va aussi assurer, jusqu'à un certain point, la pérennité de Maison Mère. Elle va aider à contribuer à la réduction du déficit opérationnel annuel d'au-delà de plus de 350 000 $ par année.
elle va aussi fournir un outil on est là à parler d'argent, mais elle va aussi fournir au milieu d'affaires un outil indispensable, nécessaire au recrutement de la main-d'œuvre. On est là à parler de vouloir de développement économique, de vouloir amener des nouvelles familles, mais encore faut-il les accueillir dans un premier instant, de leur offrir une porte d'entrée autre qu'un hôtel, autre qu'un mononcle et une ma tante. Pour moi, c'est un engagement de la ville envers le milieu aussi économique pour dire on est prêt à faire du développement et on est prêt à faire de Maisons-Mères un vrai pôle économique. Fait que pour moi, là, je suis fier ce soir de participer à ce projet-là, d'avoir même proposé l'avis de motion dans le règlement de Maisons-Mères pour en assurer la pérennité. Merci, M. le maire. Merci également, M. Goudreau, pour vos bons mots. Et effectivement, c'est un projet important. Et je pense qu'on peut être, moi, je pense qu'on peut être assez optimiste sur la suite des choses par rapport à ça. M. Duchesne? Moi, Jean, on a fait un bon grand bout ensemble. Moi, je rappellerai qu'en accomplissement, aujourd'hui, on en parle peu, mais c'est une richesse pour notre municipalité. Notre réseau routier et notre sous-sol, dont on parle peu, mais Aqueduc et Égouts, on est à presque à 80% refait. Qu'on le veuille ou non, pour une municipalité, c'est une richesse. Et l'autre bon coup qu'on a travaillé ensemble, j'espère qu'on va continuer de le souligner. Rappelle-toi avec Mme Lamy, STJB, rue Saint-Jean-Baptiste, quel moment on a vécu, quelle péripétie on a pu faire en politique pour s'assurer du suivi de cette route. Et juste pour ces petites questions-là, félicitations, c'est un grand routier. Merci, Gaston. Mais écoute, on va avoir l'occasion de revenir sur toutes sortes de choses, là. On va avoir un bout à faire, puis de revenir sur sûrement à un moment donné. Et comme Mme Lamy disait, là, on a un conseil à faire travailler. Il va travailler jusqu'au mois d'octobre. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir l'occasion de revenir sur certains dossiers sur lesquels j'ai pu travailler avec les différents conseils municipaux et qu'on a pu réaliser. Et regardez, là, il y en a beaucoup. Il y a encore du travail à faire. Tu parlais du réseau, des différents réseaux. On le sait qu'on a des projets sur la table, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai qu'on a fait du chemin. Et si on se compare à bien des municipalités, je pense que là, nos infrastructures sont quand même en assez bon état. Et ça, je pense que ça mérite qu'on en soit fier. Merci, Gaston. D'autres commentaires ou ça va? Monsieur Fizette? Oui. Nous sommes évidemment encore en guerre. Hein? C'est parce que l'année 2020 nous a fait connaître ce début de guerre, mais c'est loin d'être terminé. Une guerre contre, je dirais, deux ennemis invisibles. Le coronavirus, qu'est le COVID, là, et puis finalement, tous les effets de la pandémie là, sur la santé mentale. Évidemment, un vaccin viendra à la rescousse pour instruire notre système immunitaire afin de faire face là, aux effets néfastes de cette COVID. Mais il nous faudra demeurer quand même vigilants, puisque les personnes vaccinées n'ont pas... les personnes vaccinées demeureront quand même porteurs du virus. Okay? Alors donc, elles peuvent... le vaccin ne sera pas là pour enrayer la propagation. Il est là pour permettre d'éviter des séquelles chez les gens qui auront contracté le virus. Alors ça, il va falloir s'en rappeler. Si j'en viens à ça, parce que j'entends des fois des commentaires qui me font un peu mal, là, de toutes sortes. Okay? L'autre aspect, c'est la dimension
du stress puis de l'anxiété. Alors, on sait que la surinformation et la désinformation peuvent devenir des contributeurs au stress et puis même à l'anxiété, pouvant aller jusqu'à la détresse et même à l'angoisse. En endocrinologie, je ne sais pas ce qui arrive avec ma voix, j'espère que ce n'est pas le COVID qui veut me rattraper. Alors, donc oui, en endocrinologie, OK, on dit que le stress est utile à la vie, puis c'est un fait, OK. On parle ici du stress absolu, mais il devient nuisible quand il est trop intense, puis quand il persiste. Alors, dans certaines situations cliniques, même son absence, OK, peut être alarmante, aussi alarmante là, que son excès. Alors, donc, en neuropsychologie, on va distinguer deux grandes familles de stress. Okay? On a le stress absolu. Le stress absolu, là, pour en faire un bref, c'est quand vous venez pour traverser la rue, puis il arrive une voiture qui vient qui vous klaxonne, automatiquement, vous sautez sur le trottoir. Ça, c'est le stress absolu qui vous permet d'agir en conséquence. Tout le système endocrinien se met à contribution là, pour permettre ces choses-là. Et puis, il y a le stress relatif. Lui, le stress relatif, c'est un stress qui émane essentiellement de nos interprétations. Nos interprétations de l'information sensorielle qui nous vient d'un peu partout. Okay? En ce temps-ci, on a de l'information, de la désinformation, de la surinformation. Alors donc, cette information-là qui vient et qui, selon certains éléments tels que la perte du sens de contrôle, on s'en rend compte qu'avec la COVID, on a perdu ce contrôle, en tout cas pour un bon bout et pour un bon nombre. La personnalité qui se trouve être menacée, l'imprévisibilité, puis la nouveauté. L'imprévisibilité est estompée parce que là, on sait qu'est-ce qui arrive, OK? On en est suffisamment informé. Et la nouveauté, c'est aussi, on sait très bien qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau, là, on en connaît beaucoup. Quant au comportement qu'on doit adopter pour faire face à cette épreuve-là. Alors, face à une même situation, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Alors, mais il n'est pas adéquat, c'est sûr, de tenter de minimiser les effets psychologiques chez les uns et les autres. Il faut éviter ça, c'est bien entendu. OK. Les mesures sanitaires sont là pour nous aider à faire face collectivement, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Il ne faut les respecter avec toutes les disciplines requises. Si jamais une personne parmi nous tous avait besoin d'une aide quelconque, on peut toujours s'adresser à InfoSanté 811, OK, qui offre une consultation téléphonique 24 heures sur 365 jours. Alors donc, eux seraient en mesure d'offrir un support immédiat par voie téléphonique, bien sûr, et puis peut nous guider à accéder à différents services qui pourraient nous permettre de passer à travers ça. Ça, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas penser que parce qu'on a besoin d'une aide, qu'on est plus faible que ceux qui n'en ont pas besoin. C'est tout simplement parce que les interprétations des uns ne sont pas les mêmes que celles des autres. Et c'est sûr que dans tout ça, il faut surveiller nos discours intérieurs parce que dans le fond, ce n'est pas la situation qui fait mal. Ce qui fait mal, okay, c'est l'interprétation qu'on fait de la situation. Alors donc, ces interprétations-là sont nourries par des discours intérieurs. C'est notre cerveau qui marche de même. Ça marche même pour tout le monde, là, pour tous les êtres humains. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Alors donc, conséquemment, il faut prendre le contrôle de nos discours intérieurs pour pouvoir éviter que ça nous enlise dans des voies de non-sortie. Alors, moi, je veux en profiter également pour souhaiter une meilleure année à tout le monde et la santé, évidemment, le bonheur. Merci. Merci, M. Fizette. Michael Pilote. Oui, bien c'est ça. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, là, mais avec Mme Lamy, ce qu'elle a apporté, M. Fizette, je trouve que c'est quand même intéressant. Quand on parle de la COVID-19, la bataille n'est pas terminée.
Je crois que tout le monde est tanné aussi. Il n'y a pas personne qui est heureux là, en ce moment et qui dit « Moi, j'adore le contexte actuel. » Les mesures, c'est pas facile. Je pense que tout le monde a hâte de revoir ses proches et de revenir à une vie là, un petit peu plus semblable à ce qu'on avait avant la COVID-19. Cependant, je crois qu'il ne faut pas lâcher les mesures non plus. Il n'y a pas aussi une mesure qui est efficace. C'est l'ensemble des mesures, quand on les additionne, là, chaque mesure qui, par la suite, ça vient aider à aplatir la courbe là, du nombre de cas, surtout la courbe du nombre d'hospitalisations. Dans le réseau de la santé, ce n'est pas rose actuellement. Hein. On parle là, du protocole de triage et de priorisation. C'est quand même pas rien. En première vague de la pandémie, et même au début de cet automne, on ne parlait pas là, de dépassement des capacités hospitalières, mais maintenant, on en parle. Ce protocole-là, je pense qu'il n'y a pas personne ici à Baie-Saint-Paul et au Québec qui veut en arriver là. En mots, ça veut dire si on soigne. Si on a besoin d'un lit de soins intensifs, est-ce que je soigne M. Duchesne? Est-ce que je soigne Mme Lamy? Est-ce que je soigne M. Boily? C'est vraiment là, on choisit à qui on attribue le lit. On sait qu'au niveau des soins intensifs, où les personnes peuvent avoir un respirateur, entre autres, c'est des capacités qui sont limitées. Et actuellement, on arrive là, au point de saturation. Lorsqu'on parlait des chirurgies aussi tantôt, ceux et celles qui attendent, là, je donne par exemple un genou, qui ont un genou à faire changer et qui ont de la douleur depuis plusieurs mois, voire des années. Ils ont hâte aussi d'avoir leur chirurgie. Mais actuellement, ces gens-là, c'est repoussé dans le futur et on n'est pas prêt là, de recommencer ces chirurgies-là. Donc, il faut qu'on continue nos mesures si on veut que ça soit efficace et je pense qu'on ne doit pas lâcher la bataille. Si vous avez la chance, là, la plupart des gens vont avoir la chance, en fait, de se faire vacciner. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont des contraintes, mais ça, je pense qu'ils vont pouvoir en discuter là, avec leur médecin. Sinon, là, si vous avez la chance de vous faire vacciner, je vous invite à le prendre. Actuellement, on n'a pas de traitement contre la COVID-19, donc tous nos espoirs sont fondés derrière le vaccin. J'ai eu le vaccin moi-même, le Pfizer, et je suis toujours en vie. Donc, ceux et celles là, qui ont des doutes là, contre le vaccin, je vous rappelle que c'est très important. Plus on va avoir de jeunes vaccinés, plus l'immunité collective va s'atteindre au sein de la population et plus le gouvernement va pouvoir resserrer là, les mesures, diminuer en fait les mesures pour nous ramener là, sur la voie du chemin vers le retour à la normale. Merci, M. Philippe. Donc, ça va là-dessus. Maintenant, on irait avec les questions du public. M. Bouchard, je pense qu'on a deux ou trois questions. Oui, M. le maire, de M. François Lessard. Est-ce que la dette nette municipale a franchi la barre des 40 millions et à combien se chiffre-t-elle approximativement à date de maintenant? Une demande suivie d'une demande. Serait-il possible qu'il y ait une section sur le site Internet de la Ville qui nous informe de la dette municipale en chiffres actualisés? Merci. Sur la question de la dette, évidemment, là, hein, on a regardé, on le sait, hein, à chaque année, on paie du capital à chaque année, on réemprunte, on paie du capital. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'en date du 31 décembre 2020, je crois, la dette serait de 36 726 000. Et puis là-dessus, il y a une dette, là, puis ça inclut ça, la dette qu'on a quand on a acheté Maison Mère, hein, qui est d'autour de 950 000 qu'on devrait commencer à payer, mais on est en discussion là, en lien avec Maison Mère. Donc, mais puis il y aurait une partie à la charge gouvernementale de 1 326 000. Donc, ça nous donnerait une dette actuelle là, de 35 399 100 $. Évidemment, ça se modifie rapidement. On va en payer cette année. On a emprunté déjà. Il y a d'autres projets qu'on est en train de réaliser qui vont ramener notre dette. Là. Mais actuellement, pour répondre bien directement, elle n'est pas actuellement à 40 millions. On n'est pas loin, mais elle n'est pas là. Est-ce qu'elle se rendra là? On va le voir. Là, ça va dépendre de tous les projets qu'on va réaliser, bien sûr. Pour ce qui est de la question de Internet, de pouvoir l'avoir, je ne sais pas, au niveau de notre site, je ne sais pas au niveau de la dette, là, si c'est faisable. Ça doit être faisable de inclure quelque chose. À l'intérieur des différents, Monsieur le maire, il y a différents documents qui sont posés sur le site Internet qui
qui peuvent référer à la dette. À l'intérieur desquels tu peux aller voir la question de la dette, oui. OK. Est-ce qu'on pourrait, dans une refonte, penser spécifiquement une rubrique sur la dette de la municipalité? Encore est-il qu'on pourra en discuter et voir des possibilités. Oui, c'est ça. Moi, je pense. OK, ça va. Donc, on pourra y revenir à un moment donné, mais on rappelle qu'il y a des possibilités d'aller voir. Je pense, peut-être que ce serait intéressant de répondre à M. Lessard et de lui indiquer là, les documents où il peut aller voir à travers certains de nos documents, là, avoir un aperçu de la dette là-dessus. Autre question, M. Bouchard? Oui, M. le maire. L'autre question est de Martin Bouchard. La ville a... Permettez-vous, monsieur... oui, M. Fidiette, oui. Monsieur Fortin, me permettez-vous? Oui? Oui. OK, d'accord. Alors, donc, voici, moi, par rapport à la question là, de la possibilité de mettre de l'information concernant la dette sur le site de la ville, il faut bien se rappeler une chose, c'est qu'un chiffre de la dette, un chiffre en soi, c'est pas ça qui nous renseigne bien gros sur l'importance et l'ampleur d'une dette. Il faut bien se rendre compte qu'ici, la dette a permis d'enrichir notre milieu de 70 millions. Ça a coûté 38 millions ou 38 millions, mettons, pour une valeur de 70 à 75 millions en valeur ajoutée à notre milieu. En plus, c'est que ces investissements-là ont permis du développement aussi dans notre ville qui vient grossir la richesse foncière. Okay? Puis on sait que la richesse foncière, ben, c'est une source de revenus importante pour le portefeuille de la ville. Alors, M. Lessard demande dans son message à savoir si on a les moyens de se permettre ça. La dette actuellement, l'intérêt de supporter la dette au moment où on se parle, ça n'en coûte pas énormément. Ça coûte, je l'avais calculé, je pense que c'est 40 cents sur, c'est ça, oui, 4% du budget global. OK, bougez pas, on parle de... J'ai perdu mon chiffre, je m'excuse, là. C'est... ça coûte à peu près 40 cents dans la pièce. Okay? Et si on regarde uniquement, parce que le budget de la ville aussi est constitué de certains éléments, dont évidemment les impôts fonciers, mais aussi des subventions, mais aussi des revenus de contrat, puis aussi de transferts. Alors donc, la partie qui provient essentiellement là, de l'impôt foncier, ça constitue à peu près 52% du portefeuille de revenus. Alors, 52% du portefeuille de revenus, là-dedans, si on extrait les tenants-lieux de taxes, on tombe à 30% ou 28%, quelque chose comme. Alors, donc, au lieu de payer directement, ça veut dire que quelqu'un qui a un résident à Baie-Saint-Paul, qui a 3 000 d'impôts fonciers à payer, là, il y a 13 cents qui va, 13 cents dans la pièce qui va essentiellement pour amortir les frais d'intérêt de la dette. Alors, donc, est-ce qu'on a les moyens de se permettre ça? C'est bien évidemment que oui. Alors, on pourra revenir si jamais le besoin se fait sentir là, pour préciser les chiffres qui m'étaient venus à l'esprit, que je ne retrouve pas dans mes notes là, actuellement. Là. Mais globalement, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je ne crois pas que le simple fait de mettre des chiffres sur le site de la ville sans donner ce type d'information-là puisse instruire avantageusement nos concitoyens. Parce que un chiffre, ça ne veut rien dire en soi. Okay? C'est ce qui gravite autour qui fait tout son sens. Oui, je suis bien d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis ça mérite une analyse, effectivement, avant de... Parce qu'il y a des nuances et il faut vraiment le regarder. Vous savez, aux chiffres, on peut faire dire tellement de choses. Et je veux juste rappeler là, que souvent, on dit, par exemple, la dette, nous, le remboursement de la dette, capital-intérêt, notre dernier budget, c'est autour de 17 % de notre budget. 17 %, là, on est dans des ratios intéressants parce qu'on parle de... quand tu es au-delà de 20 %, tu sais, c'est un peu plus... ça va bien, mais à 17, donc,
c'est quand même, ça devient intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire exprès, mais globalement, puis il y a toute la question de la notion de bonne puis de mauvaise dette, mais on le sait que, puis je pense, on en a déjà parlé ici, de qu'est-ce qui constitue notre dette. C'est des investissements, dans bien des cas, c'est des investissements à la fois dans nos infrastructures, mais aussi dans le développement global de la ville. Et vous savez, on pourrait avoir des longs discours là-dessus, mais je pense que c'est important de le souligner. Puis on en parlait ce matin. Presque un quart de notre dette, est autour des investissements qu'on a fait autour du centre de l'hôpital. Et on voit les résultats autour de l'hôpital, ce qui se passe autour de là. Puis je pense que tout le monde en est fier. Puis le potentiel de ça, déjà, là, on a une bonne partie qui rembourse. La dette est déjà, elle se rembourse elle-même dans ce secteur-là. Donc, il faut faire attention. Et effectivement, il y a une part d'investissement là-dedans qui est important de souligner. Là, j'avais Gaston Duchesne. Oui. Alors, vous y avez répondu. M. Fortin arrêtait pour donner des exemples pour la dette. Et pour ajouter, pour la rue Alfred-Morin, juste penser ce que ça l'a donné. Vous l'avez, les bâtisseurs, c'est pas négligeable. Oui. Les blocs appartements qui sont à côté, c'est pas 2 garderies. Les estuaires qui sont à côté, c'est ce qui mobilise un milieu de vie comme le nôtre. Et je rappellerai, le puits d'eau potable à 3 millions, plus les inondations qu'on a eu à subir, sont supportés par la dette. C'est des inconvénients qu'on ne voulait pas, mais qu'on a dû prendre de l'argent et faire des règlements d'emprunt pour ça. Donc, comme on dit, une dette, quand on la regarde, il faut regarder à quelle utilisation on s'en s'est servi. Donc, pour moi, c'est une bonne dette qu'on a. OK, M. Pilote. Oui, bien, je ne rentrerai pas dans l'analyse, puisque comme on dit, l'analyse d'une situation financière, là, ça peut tomber facilement dans le subjectif. Cependant, si on regarde là, au niveau du gouvernement du Québec, quand ils prennent les finances, souvent, ils vont prendre des États qui ont été audités par le vérificateur général du Québec. Nous, au niveau municipal, il y a un vérificateur aussi qui repasse là, sur nos états financiers. Donc, il y a une firme indépendante. Donc, c'est des gens là, qui ne travaillent pas à l'hôtel de ville et qui repassent sur les finances et par la suite qui attestent ça. C'est des chiffres qui sont publics parce qu'on sait qu'on est dans un gouvernement public. C'est des chiffres qui sont disponibles, là, que ce soit, je pense, c'est au niveau du ministère des Affaires municipales, si on a juste à taper, par exemple, le rapport financier 2019 Ville-Baie-Saint-Paul, et c'est un document public que monsieur, madame, tout le monde peut avoir accès très facilement. Ça aussi, il y a des explications qui sont fournies. Et il y a des mêmes, je pense, je ne sais pas s'il y a des ratios là, qui sont faits, mais ça, c'est des chiffres qui sont sortis et on donne à une date précise. Donc, ça, je pense que je ne sais même pas si M. Bouchard est présent sur notre site, là, mais je pense que ce rapport-là, comme qui est présent sur le site du Mamro, ça pourrait être facilement disponible sur notre site de la Ville. Et c'est des chiffres qui ont été audités. Maintenant, là, je ne rentrerai pas dans l'analyse ce soir. Là, je pense que le questionnement était pour savoir le montant. Et si on se fie à ces documents-là, on a un montant, mais comme M. le maire l'a mentionné là, d'entrée de jeu, c'est un chiffre qui varie de jour en jour. Le montant qui est donné là, sur un rapport, ça peut être au 31 décembre, mais c'est un montant que, dépendamment à chaque jour, ça peut varier. OK. Là, dernier commentaire là-dessus, M. Fizette, rapidement. Là. Juste pour ajouter que comme il y en a qui vont comparer la dette de chez nous versus des dettes d'autres municipalités. Mais comme a mentionné Gaston, M. Duchesne, un peu plus tôt, nous avons des infrastructures souterraines puis qui sont à haute condition. Tu sais, on n'a rien de déficitaire là, très significatif là, dans notre ville. Puis ça, bien évidemment, ça donne nécessité des investissements. Puis ce n'est pas terminé, les investissements. Là, on parle de la 138, on parle du boulevard Leclerc. Évidemment, il y aura des investissements qui vont être faits là, parce que tout n'est pas entièrement subventionné. Alors donc, c'est ça qu'il faut voir. Puis je ne pense pas qu'on puisse facilement, là, du moins au moment où on en parlera, là, facilement indiquer tous ces éléments-là là, dans l'analyse d'un chiffre. Ça va. Maintenant, autre question, M. Bouchard. Oui, de M. Martin Bouchard, Ville de Baie-Saint-Paul a adopté une politique de protection du ciel étoilé le 11 juin 2018. J'aimerais savoir à quelle étape est rendu ce projet. Je m'inquiète énormément car j'observe de plus en plus la présence de nouvelles nuisances au ciel étoilé qui s'ajoutent à la pollution lumineuse déjà abondante dans notre ville.
éclairage au maxi ou IGA, éclairage de l'église, éclairage inadéquat de nos rues, spots trop nombreux et inutiles et éclairage excessif à la maison mère qui d'ailleurs nuisent au bel éclairage de ses clochers, etc. La liste est longue. S'ajoute à cela récemment l'illumination excessive de la croix à Cap-au-Ray, la pollution lumineuse du côté du nouveau développement de la Pigneronne et l'éclairage du stationnement derrière le magasin PN, Guerrier-Py. Éclairage digne d'un stade de baseball qui dérange non seulement le ciel étoilé, mais tout le voisinage. Bref, je considère qu'il faut que des actions immédiates soient entreprises, car d'autres mauvaises surprises vont nous tomber dessus. Il sera de plus en plus difficile d'atteindre les objectifs du plan. J'aimerais donc avoir des éclaircissements face à cette situation. Bien, écoutez, là, je pense que là, il y a une nomenclature de toutes sortes de situations écoutez, on peut le remettre à notre service d'urbanisme, on va l'analyser. C'est une politique, c'est des objectifs qu'on se donne. Je pense qu'on va essayer, on essaie, je pense, de se rapprocher le plus possible de notre politique. Par contre, il faut, vous savez, on a, pas seulement entre nous qu'on a à travailler ça, il y a des entreprises qui se donnent des objectifs, des fois, d'hyper luminosité, des craintes, de toutes sortes de choses. Et on a aussi à travailler avec l'ensemble de ces organisations-là. Ça ne peut pas se faire en l'espace de quelques semaines, quelques mois, ou même de quelques années. Mais je pense qu'on s'est donné des objectifs. On va vérifier certaines de ce que je pense, ça mériterait de vérifier certaines des situations qu'on a là, et jusqu'où on peut aller si on a à intervenir. Autrement, nous, on va continuer de travailler là-dessus, puis on invite les gens qui s'intéressent à la chose à nous faire part là, de leurs commentaires, puis des possibilités qu'on a. Puis je voulais ajouter que cette année, au budget, on va fort probablement cette année changer l'ensemble de nos lampadaires, aller avec le LED, donc qui va améliorer notre situation par rapport à ça. Donc, on a un geste qu'on veut poser. L'objectif de ce geste-là, oui, c'est pour améliorer la situation, mais c'est en même temps qu'on soit exemplaire. Pour que nous, la Ville, on pose des gestes qui font qu'on est capable là, de faire certains pas auprès de certaines organisations. Donc, on va aller dans ce sens-là, puis voilà. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais rajouter en complément, s'il vous plaît? Oui, allez-y, M. Boudreau. Ben là, j'avais Mme Lamy, par exemple, qui avait la main levée. Ah, moi aussi. Oui. C'est correct, allez-y. Luc avait levé avant moi. Vas-y, Luc, vas-y. Deux petits points. En ce qui concerne le nouvel éclairage de PN Guerrier-Py, je peux vous dire que le département de services urbanistes est déjà intervenu. J'ai moi-même discuté avec les gens de PN. Et puis, il y a une lumière, effectivement, c'est tout un système de nouvel éclairage de LED qui a été installé en lien aussi avec les assurances, l'éclairage que les assureurs leur ont demandé. Mais le correctif, l'urbaniste a déjà rencontré le PN Guerrier-Py et un des correctifs va déjà être installé dans les prochaines semaines. Ça a déjà été rapporté au service urbaniste. En ce qui concerne la croix lumineuse, comme je l'avais dit ce matin au conseil, la croix lumineuse, l'éclairage est contrôlé par un rhéostat et le rhéostat, juste avant les fêtes ou un peu avant les fêtes, a fait défaut. C'est pour ça qu'on s'est ramassé avec une croix lumineuse extrêmement lumineuse. Le tout a été corrigé par un entrepreneur local et je passe devant à peu près à tous les jours, puis elle est beaucoup moins lumineuse. Le problème semble avoir été réglé. OK. Merci de ces précisions, M. Boudreau. Ça démontre, je pense, qu'on a quand même certains gestes qu'on peut poser là, et parfois, il y a des situations qu'on peut améliorer. Là.
Madame Lamy. Monsieur le maire, si vous permettez justement un complément, je veux dire à M. Bouchard aussi, parce qu'on a communiqué avec le service d'urbanisme pour faire part au sujet de maison mère et de l'éclairage. Et là, la situation, il y aura d'abord ce qu'on nous a répondu, c'est qu'il y aura une tournée un soir de personnes là, qui iront vérifier, se rendre compte elles-mêmes et voir où les interventions sont possibles par rapport à ce grand bâtiment-là pour cet éclairage-là en particulier. Donc, puis aussi, pour répondre davantage aussi à M. Bouchard, c'est que puis vous l'avez un peu mentionné, M. le maire, c'est que la politique où on en est, on a vous avez mentionné l'éclairage en ville, ça c'est des choses, mais il y a aussi la première phase, dans le plan d'action de la politique de ciel étoilé, c'est la phase de sensibilisation de la population. Donc, ça joue, hein, il y a des gens qui peuvent se plaindre, puis on peut faire des interventions ponctuelles, comme il va se faire par exemple chez PN ou à Maison Mère, mais il y a aussi une sensibilisation de la population en général à la nécessité de faire attention à l'éclairage. On est là-dedans, donc ça prend un certain temps avant que les gens prennent conscience aussi. Il y en a aussi dans certains secteurs, moi j'en connais, où il y a des gens qui font des éclairages épouvantables, on dirait qu'ils éclairent un aéroport, là, tu sais. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais là, c'est une question de discuter puis de voir qu'est-ce qui se passe au juste. Merci. Donc, c'est si je n'ai pas d'autres commentaires, questions, quoi, là, je vous remercie de votre participation. Je rappelle que notre prochaine séance ordinaire aura lieu le 8 février, lundi le 8 février. Donc, autrement, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Goudreau, appuyé M. Fizette. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. À la prochaine.